Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Pierre Larouturou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. N'hésitez pas à vous asseoir, asseyez-vous tranquillement. Comme Sinon vous voulez. on peut, voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui le François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France? Il nous dit sur France Inter, pas de retournement du cycle économique en France. Il dit voilà, le ciel s'est un petit peu voilé, mais le temps reste assez beau. Il était ce matin sur France Inter, le gouverneur de la Banque de France. Pourquoi est-ce qu'il a réagi? Parce qu'on a cette révision à la baisse de la croissance française par l'INSEE. On passe de 2,3% en 2017, on était tous contents, on passe à 1,7%. C'est quand même un ralentissement. Ça vous inspire quoi ce parallèle avec la météo? Est-ce qu'il est approprié justement après ces nouvelles prévisions de l'INSEE? Je pense que c'est un retour à la normale. Je ne sais pas si la régie peut envoyer la courbe de la croissance depuis 50 ans, mais ce qui est tragique, c'est de voir comment à chaque fois qu'il y a une petite embellie, on croit qu'on retourne vers des croissances très fortes. Parce que l'an dernier, le pétrole était très très peu cher, quasiment gratuit, les taux d'intérêt étaient à 0%, notre monnaie commune avait baissé par rapport à d'autres. Mais voilà globalement l'évolution de la croissance depuis 1960. Donc la France revient vers sa tendance de croissance, c'est ça? Oui, souvenez-vous. Sa vitesse de croisière à la France, c'est pas 2,5%. Et à chaque fois, pendant 1 an, 2 ans, à chaque fois, souvenez-vous quand Michel Rocard était à Matignon, le pétrole était gratuit, les taux d'intérêt étaient faibles, on avait une croissance à 4%, on a eu pendant 3 ans une croissance à 4%. Quand Jospin arrive, pareil, il y avait un contre-choc pétrolier. Et là, on a eu une année, une croissance à plus de 2%. Ouais. On a cru que tous les problèmes étaient réglés. Mais c'est terrible de dire qu'on a réussi uniquement une année, parce qu'on a eu une conjonction, encore une fois, absolument incroyable avec un pétrole. On a pris 70% de hausse sur le pétrole en 1 an. Oui. C'est violent, quoi. Mais est-ce qu'on peut comprendre la réalité? Est-ce qu'on peut voir l'évolution? Et c'est pareil à 0,3% près en Allemagne. La courbe est la même à 0,3% près en Allemagne. La courbe est la même aux États-Unis. Sauf qu'ils sont un peu plus haut que nous. Oui, mais c'est parce que l'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés, 1,1 million. C'est des gens qu'il faut loger, qu'il faut nourrir, qui apportent de l'énergie au pays. Mais donc, si on regarde, si on enlève la dimension démographique, et les États-Unis, si on enlève aussi la dimension démographique, M. Trump n'a pas compris, mais quand il y a des immigrés qui arrivent, ça renforce le PIB, parce que c'est des gens qui apportent de l'énergie, de l'intelligence, qu'il faut nourrir, qu'il faut loger. Donc, si on regarde le PIB par tête, les États-Unis, l'Allemagne, la France ont exactement le même trend. Et le Japon vient d'annoncer qu'il retombait en récession. Donc ce qui est tragique, c'est de voir comment nos dirigeants politiques, moi ça fait 20 ans que je participe au débat public, et à chaque fois on se fait avoir dès que le pétrole est gratuit pendant un moment. En fait, pour avoir de la croissance en France, Pierre Larouturou, il faut avoir un euro qui est faible, il faut avoir des taux d'intérêt qui sont bas, et un pétrole qui n'est pas cher. Donc ça ne dépend pas finalement des politiques publiques, puisque finalement ça dépend de l'extérieur. Ça dépend très peu, et le trend il est quand même colossal. Donc est-ce qu'on peut comprendre, du coup, question fondamentale, est-ce qu'on peut aussi s'attaquer aux problèmes comme le chômage et la précarité? J'ai vu l'autre jour une étude de la Banque centrale qui dit qu'en fait, il y a un peu plus de 20%, la BCE dit qu'il y a 20% des Européens qui sont touchés par le chômage, soit vraiment au chômage, soit chômeurs découragés, soit avec des petits boulots. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on doit trouver des solutions, même s'il n'y a pas une croissance forte? Que tant mieux si on arrive à stabiliser la croissance à 1,6, mais après ça, le FMI, vous entendiez l'autre jour Christine Lagarde, qui disait que le FMI nous dit qu'on peut avoir n'importe quand une nouvelle crise financière plus grave, plus rapide et plus générale qu'en 2008. Donc le trend, c'est on aura de la chance si on a 1,6 ou 1,8 de croissance dans les 3 ans qui viennent. Le plus probable, c'est qu'il y a dans 3 mois ou dans 2 ans, une nouvelle crise financière. Donc, est-ce qu'on est capable? Plus probable. Qu'est-ce qu'il faut dire ça? C'est vrai que vous en avez quelques années, vous aviez annoncé effectivement 2008. En 2005, j'étais un des rares qui annonçait 2008. Mais là, pardon, mais comment on peut dater et non, dater, c'est le plus compliqué. D'où ça viendrait d'ailleurs? Quand vous lisez les rapports du FMI ou de la Banque mondiale, c'est juste énorme. Il y a 2 problèmes. C'est le niveau de spéculation et le niveau de dette. Votre précédent chroniqueur vient de dire qu'il y a des actions qu'on paye 40 fois leurs bénéfices. Donc, c'est juste le niveau de... La dernière fois que le Dow Jones, en France, on suit le CAC 40, mais aux États-Unis, c'est le Dow Jones. La dernière fois que le Dow Jones était monté avant de s'effondrer en 2008, il était monté à 14 000 points. 14 000 avant de s'effondrer. Maintenant, il est à 25 000 points. Voilà. Donc, premièrement, on est à un niveau de spéculation. L'Europe est un peu plus calme. Quand on regarde les ratios cours sur bénéfices, on est cher, mais on n'est pas non plus. On est bien moins cher qu'au moment de la crise des Internet en 2000. Peut-être par rapport à 2000, pardon, mais par rapport à 2008, on est bien plus cher. Le niveau de spéculation est bien plus important. Et puis plus grave, vous venez de le dire, c'est le niveau de dette. En Chine, la dette totale
public et privé, sans compter le shadow banking, 300%. donc sans compter les crédits douteux, on se met d'accord parce que je veux faire un immeuble et vous me donnez quelques milliards. Mais donc la dette totale publique et privée est passée de 100% à 260% du PIB en Chine. Mais tant que les taux sont bas, et Non, si mais ça se trouve, les taux resteront bas. Mais c'est ce Regardez qu'on me disait, je me tiens la souviens, route où le Japon. Dominique Le Strauss-Kahn Japon. en 2006 m'expliquait que je m'inquiétais pour rien. En 2005, devant 400 personnes, Dominique Strauss-Kahn me disait que je m'inquiétais pour rien, qu'il n'y avait aucun risque de crise aux États-Unis. La vérité, c'est qu'on ne sait pas le timing, on ne sait pas quel est le grain de sable qu'il va faire. Est-ce que c'est les mesures protectionnistes de Trump? Est-ce que c'est une banque chinoise qui va faire faillite? Est-ce que c'est la remontée des taux d'intérêt? Parce que quand même les taux d'intérêt remontent un peu partout dans le monde. Est-ce que le prix du pétrole va faire que quelques millions d'Américains surendettés ne pourront plus rembourser les prêts qu'ils ont pour acheter des voitures? Personne ne sait, ni vous ni moi, quel est le grain de sable. Mais ce qu'on sait, et le FMI nous le dit tous les mois, et la Banque mondiale nous le dit tous les mois, et l'IIF, qui regroupe 600 banques à travers le monde, nous le dit tous les mois, on peut avoir une crise dont les conséquences, dans le journal Les Échos, la phrase reprise en gros, c'est « la prochaine crise pourrait avoir des conséquences 10 fois plus graves que 2008 ». Mais il y a un an, vous m'avez dit la même chose, et pour l'instant… Oui, vous avez raison, je vous le redis, personne ne sait à le force calendrier. d'annoncer la pluie, elle va arriver. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que, excusez-moi, David, quand le niveau de dette d'un des moteurs, quand la Chine, sans compter le shadow banking, dit que sa dette est passée de 150 à 260% du PIB, en gros, s'il vous faut maintenant 8 points de dette pour avoir 1 point de croissance. Si vous avez une voiture où il faut mettre 2 litres d'huile tous les 300 mètres, vous allez vous dire, il y a un problème, il y a une fuite, s'il faut mettre 2 litres d'huile tous les 300 mètres. Eh bien, l'économie mondiale, elle est comme cette voiture, il faut toujours plus de dettes pour avoir une croissance qui ralentit. Et donc, il y a une énorme fuite. Et la fuite, elle est liée aux questions sociales. La fuite, quand la Banque centrale dit qu'il y a plus de 20% des Européens qui sont touchés par le chômage et la précarité, ça veut dire que des millions de gens n'ont pas un salaire correct et ne peuvent pas vivre correctement. Mais quand c'est on voit pour ça qu'il faut de plus en plus de dettes. Bien sûr. La crise financière vient d'abord de la crise sociale qu'on a laissée, dans laquelle on est englué depuis 30 ans. Ouais. Mais ce qui se passe au Japon, c'est peut-être ce qui va nous arriver, à savoir une banque centrale qui sera incapable, encore une fois, de remonter ses taux et on aura des taux bas à l'infini. C'est pour ça qu'on peut peut-être parler des propositions. On vient de sortir un livre avec Jean Jouzel. Pour éviter le chaos, chez Odile Jacob. Et on propose, on a lancé avec 150 dirigeants venus de 12 pays, une initiative européenne pour obtenir un traité sur le climat. Parce qu'on pense qu'il faut en même temps dégonfler la spéculation et en même temps créer des emplois sur tous nos territoires. Vous avez vu que le chômage recommençait à augmenter en France au premier trimestre et que si la croissance ralentit, le chômage va repartir. Donc, non, l'INSEE dit qu'à fin 2018, le chômage baissera de 0,2 points. Oui, en comptant sur les chômeurs découragés. Non, mais, oui, après, non, mais attendez, voilà, quand la BCE, la BCE dit en fait, si on regarde vraiment, la Banque Centrale Européenne se dit, comment se fait-il? J'ai mis 2500 milliards, moi Mario Draghi, j'ai mis 2500 milliards sur la table, ça aurait dû relancer l'économie, ça aurait dû faire flamber les salaires et il n'y a quasiment pas d'inflation, sauf un peu sur le pétrole. Donc la BCE, fait monter les marchés immobiliers tout à fait, et les marchés financiers. Mais la BCE elle-même se dit, comment se fait-il? Il manque un engrenage. En principe, quand on met autant d'argent, le marché du travail devrait… Le chaînon manquant, la BCE dit qu'en fait, les chiffres du chômage sont faux. Les chiffres du chômage donnent une image tout à fait partielle de la réalité. Et la BCE dit, si on tient compte des chômeurs, mais aussi les chômeurs qui tombent en fin de droit. Tous les mois, il y a des dizaines de milliers de gens qui ne sont plus au chômage parce qu'ils tombent un cran plus bas dans la pauvreté. Et puis tous ceux qui acceptent des boulots très très précaires, mais qui n'ont pas de quoi vivre dignement. Au total, la Banque centrale dit que c'est plus de 20% des Européens qui sont touchés par le chômage ou une très grande précarité. Donc, est-ce qu'on continue comme ça? C'est ce qu'a dit Angela Merkel après le vote des Italiens. Quand on voit un vote populiste aussi fort, Merkel dit qu'il faut comprendre une des causes, pas la seule, une des causes du populisme, c'est la pauvreté, la précarité. Donc, on propose un pacte européen, comme vous l'avez vu encore hier, Angela Merkel et Emmanuel Macron. Alors justement, tiens. On dit, pardon, je finis, que c'est l'année où il faut des nouveaux traités. On voudrait un traité qui permet en même temps de créer des emplois, de dégonfler la bulle financière et de s'attaquer au dérèglement climatique. Le problème du climat, on n'en parle pas assez, mais on voit que le nombre d'événements climatiques extraordinaires a quadruplé depuis 40 ans. Donc, est-ce qu'on continue comme ça? Et dans 10 ans, ce sera foutu. Vous et moi, on se dira, on a été nuls, on ira vers le chaos climatique, l'Afrique va se disloquer et l'Europe aura toujours plus de problèmes. Et la question des réfugiés va devenir un drame humainement si l'Afrique se disloque. Ça va être humainement un drame et politiquement ingérable, ou est-ce qu'on est capable d'avoir un plan Marshall qui finance la transition énergétique en Europe et en Afrique?
À la clé, parmi les gens qui nous soutiennent, il y a l'ADEME, l'Agence pour les économies d'énergie, ou le patronat du bâtiment. On peut créer 800 000 emplois en France. Avec le pacte qu'on propose, si un traité européen, et Merkel et Macron ont redit hier qu'il fallait un traité décidé en décembre cette année, un traité qui sera adopté l'année prochaine, on pourrait créer 800 000 emplois en France et économiser beaucoup dans nos dépenses de chauffage et nos dépenses d'énergie. Justement, dans ce budget européen, parce que ça y est, c'est comme historique, il y aura un budget européen à partir de 2021, si c'est voté évidemment par tous les chefs de gouvernement et présidents à la fin du mois. Est-ce que vous saluez encore une fois cette décision historique ou est-ce que vous vous dites finalement on va attendre de voir combien vraiment il y a au pot parce que pour l'instant on a compris que ce budget serait limité. Elle a parlé, elle a dit quoi Angela Merkel, 2 chiffres avant les milliards. Donc on sera en dizaines de milliards, on ne sera pas en centaines. D'abord, au moment où Trump fait tout pour tout fracturer, tout foutre en l'air, et un des objectifs de Trump, c'est de casser l'Europe. Parmi ses objectifs, il y a casser l'Europe. Voilà, le fait que le couple allemand... Pour pas négocier de manière bilatérale, en fait, ce qui va chaque fois, c'est une relation commerciale bilatérale. Oui, on voit bien que si on arrive à avoir une Europe politique, sachant qu'on est le premier bassin économique mondial, ce serait un vrai problème pour les États-Unis. Donc, il n'est pas le premier, mais depuis un moment, un certain nombre d'Américains, mais avec Trump, c'est vulgaire, c'est massif, c'est dramatique. Donc le fait que le couple franco-allemand et que l'Europe tienne bon, c'est plutôt un succès. Le fait qu'on avance vers l'idée d'une Europe capable d'agir avec plus de force, un budget, ce n'est pas pour le plaisir du budget, c'est pour agir avec plus de force, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on retient? On retient cette décision historique d'avoir enfin un budget de la zone euro, pas seulement un budget de l'Union européenne. Après ça, historique, David... Non mais il n'y a jamais eu de budget de la zone euro. Tout à fait, mais pardon, on dit que le diable se cache dans les détails, mais là ce n'est pas des détails. On ne sait pas quel est le montant. On dit la même chose. On ne sait pas pourquoi faire. Donc qu'est-ce qu'on retient? On se dit que c'est un pas en avant, voilà, c'est un pot qui sera c'est un pas en avant, mais c'est un pas en avant. Et au moment où il y a tellement de mauvais signaux, quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit les conflits qui peuvent naître, quand on voit la volonté de Trump de tout fracturer, c'est plutôt une bonne chose. C'est un symbole. Il a réussi, Emmanuel Macron, à décrocher ce symbole. On sait que les Allemands y étaient quand même pendant longtemps, ils ont freiné des cas de fer. Tout à fait. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'était déjà dans l'accord de coalition, c'est quand même pas une totale surprise. Puis c'était dans l'accord de coalition qui a été signé par les socialistes et par la CDU il y a 2 mois. Donc ce n'est pas une énorme surprise. Mais c'est plutôt c'est un pas dans le bon sens. Mais maintenant… Comment il sera alimenté? Il y aura combien? On ne sait pas pour l'instant. Et combien il y aura dans ce budget? A priori, donc en dizaines de milliards et pas en centaines. Comment il sera alimenté? C'est un peu flou. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire ce magnifique Vous me l'avez apporté. Voilà, tout à fait. Donc vous avez une bonne excuse. Et si vous allez sur le site climat-2020.eu, vous avez toutes les infos. Climat-2020, parce qu'on veut le traiter en 2020. Climat-2020.eu comme Europe. Donc nous, on pense qu'il y a 2 façons de financer massivement un effort européen sur les créations d'emplois, sur le climat. Premièrement, c'est utiliser autrement la création monétaire. Vous en avez souvent parlé, la Banque centrale européenne a créé 2500 milliards. Elle va calmer un peu le jeu. C'est beaucoup plus, rapporté au PIB, c'est beaucoup plus que ce qu'ont fait les Américains. Bien sûr. En passant. Oui, c'est vraiment colossal. Et donc nous, on propose qu'on crée par traité une banque du développement durable. Souvenez-vous, quand le mur de Berlin est tombé, il a suffi de 6 mois à Helmut Kohl et à François Mitterrand pour créer la BIRD, pour financer la transition. Il a suffi de 6 mois, ce que me rappelait un dirigeant. Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Bravo. Il y a peu de gens qui connaissent bravo. Non, mais donc c'est pour dire que quand il y a de la volonté politique, en 6 mois, on est capable de créer une banque. Donc nous, on propose non pas de toucher la BCE, ce serait impossible dans certains pays, mais de dire qu'on crée à partir de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, une banque qui aura pour obligation de financer les collectivités, une espèce les entreprises. De BEI bis finalement. Une BEI qui est centrée à 100%, qui va donner des financements et que tous nos pays, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Pologne, sauraient qu'ils ont des financements à taux zéro. Oui, mais là, dans ce qui est prévu, qu'est-ce que vous avez compris sur le financement? Le deuxième point, apparemment, il y aurait un bout d'impôt sur les sociétés. Mais je pense commun, il y aurait un peu de taxe sur la J'allais y venir. La deuxième chose, c'est sans doute de lutter contre le dumping fiscal européen. Je n'ai pas apporté la courbe, mais vous la connaissez. Depuis 40 ans, le taux d'impôt sur les bénéfices est tombé dans tous les pays. Il y a une concurrence fiscale qui fait qu'on est tombé à 19%. Aujourd'hui, l'impôt sur les bénéfices… 19. Donc la France à 28 est encore largement au-dessus. Oui, mais elle va baisser de 8 points l'impôt sur les bénéfices pour tendre à 25. On est à 28. On sera à 25 en 2022. Et donc, c'est impressionnant de voir comment le taux d'impôt sur les bénéfices est tombé en moyenne à 19% en Europe, alors que de Roosevelt jusqu'à Trump, il était à 38%. 38% aux États-Unis. Roosevelt avait fait un impôt fédéral et Trump l'a fait tomber à 24%, ce qui pose des problèmes de déficit monstrueux. Mais Trump a fait passer sa réforme et l'impôt va tomber à 24%. Donc même après la réforme de Trump, il y a de la place pour un impôt de 5% sur les bénéfices. Si l'Europe
Parce que si on dit qu'on veut un budget européen, mais qu'on augmente les impôts, si vous et moi, on voit notre feuille d'impôt augmenter, ça ne va pas être très populaire. Si on augmente la TVA, ça ne va pas être très populaire. Si on augmente les cotisations, ça ne va pas être très populaire. Donc, une fois qu'on a taxe sur les dit… transactions financières, apparemment. Oui, la taxe sur les transactions mais financières, qui existe de manière localisée en France. C'est très bien. Il n'y a pas d'accord. Mais tout le monde dit que tant que le Brexit n'est pas fini, ça ne va pas se faire. Et elle dégagerait, et c'est une très bonne idée, la taxe sur les transactions financières, mais au maximum, c'est entre 10 et 20 milliards. Ça calmerait un peu la spéculation. Et puis, ça prendrait 0,1% sur chacune des transactions. C'est quand même pas la mort, 0,1%. Quand vous et moi, on achète du pain, on paye de la TVA et on n'en meurt pas. Donc l'idée d'une taxe de 0,1% sur les transactions, ce n'est pas la mort, mais ça rapporterait entre 10 et 20 milliards chaque année. Et c'est l'argent qu'on a promis pour les pays du Sud. Vous vous souvenez peut-être de l'accord de Copenhague, on parle des 100 milliards de Copenhague, où tous les pays riches ont promis d'aider les pays du Sud pour éviter une catastrophe climatique. Donc c'est malhonnête de compter 3 fois sur la même somme. Elle sera petite et elle a déjà été fléchée, elle a déjà été promise pour les pays du Sud. Donc du coup, la meilleure solution, c'est sans doute un impôt européen sur les bénéfices. Je répète, quand Roosevelt arrive, il fait un impôt fédéral et on prend 38% des bénéfices. Et l'économie américaine s'en portait très très bien de Roosevelt jusqu'à Trump. Trump a fait tomber l'impôt sur les bénéfices à 24%, mais en Europe, on peut créer un impôt fédéral de 5%, ça rapporterait chaque année plus de 100 milliards. Bon, autre décision franco-allemande, le mécanisme européen de stabilité, le MES, qui pourrait intervenir pour sauver des banques en cas de problème. Ça, c'est une avancée. Ça, c'est aussi une avancée, vous avez raison. Le problème, c'est que là aussi, dans les détails, on n'est pas encore très clair. Le diable se dit dans les détails, comme à chaque fois. Non, mais voilà, c'est que le calendrier, en fait, c'est surtout les banques des pays du Sud qui ont encore des créances douteuses énormes. Comme l'Italie, la France, ou l'Espagne, ou la Grèce. Et donc, vous savez que il y a 8 pays qui ont dit clairement non. Vous savez que, comme moi, qu'il y a eu 8 pays qui ont fait une lettre pour dire de façon très brutale, premièrement, qu'ils en ont marre du couple franco-allemand. Les Pays-Bas et d'autres ont dit il y en a marre du couple franco-allemand qui nous dicte le diapason, on est tous au même niveau autour de la table. Et deuxièmement, ils disent pas d'union bancaire tant que les banques des pays du Sud ont autant de créances douteuses. Donc c'est très bien d'avancer dans ce domaine, mais là aussi, le calendrier, pour le moins qu'on peut dire, le calendrier n'est pas clair. Allez, Pierre Larouturou, il nous reste quelques instants donc, pour parler de… Raison de plus, pardon, pour avoir un projet qui parle à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de… Peut-être que l'Europe est la dernière façon de sauver le climat. Une fois qu'on a dit que Trump n'avait rien compris au problème de climat et que la planète est en danger et qu'on n'a plus que quelques années, nous, on pense qu'un traité européen qui financerait la sauvegarde du climat, ça peut créer des emplois massivement et c'est sans doute le seul sujet qu'on a en commun, aussi bien les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne et le Portugal. Sinon, il y a vraiment le risque que l'Europe se disloque et ça crée des emplois. Quand Merkel dit qu'il faut répondre au populisme et qu'il faut créer des emplois partout sur tous nos territoires, c'est sans doute une des seules réponses qui peut parler, parce que c'est très bien d'avancer aussi sur la protection des frontières, sur la question de la défense, mais voilà un sujet grand public. On a avec nous en France l'association des maires ruraux qui nous soutient en disant que ça va créer des emplois, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi sur tous nos territoires. Vous parlez de Trump qui se trompe selon vous sur le climat, sur cette escalade, on termine là-dessus, escalade dans cette guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine à l'initiative du président Trump. Est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'on a quand même franchi un cap ces dernières heures. Alors, on est dans la menace, on est dans la rhétorique belliqueuse. Je te mets 200 milliards de dollars de taxes. On a quand même 34 milliards qui vont entrer, qui seront effectives, surtaxés, 34 milliards de dollars d'importation donc depuis la Chine qui seront frappés à 25% le 6 juillet. Qu'est-ce que ça vous inspire Oui, c'est évidemment inquiétant. On a dit il y a un quart d'heure que le monde était totalement instable, que le niveau de dette, le niveau de spéculation n'a jamais été aussi important et qu'on peut avoir n'importe quand une crise plus grave que 2008. Et donc, on se demande quelle est l'étincelle, quel est le grain de sable. Et les agissements de Trump peuvent être l'étincelle qui met le feu aux poudres. Mais il ne cherche pas à déclencher une guerre commerciale. Dans le fond, ce qu'il cherche, c'est quelques trophées, relocaliser quelques entreprises, quelques-unes pour pouvoir dire, regardez, j'ai réussi. Sans doute, oui, mais on ne sait jamais. On sait jamais quel est Voilà, on est dans un système quand même très, très instable. Si en même temps le prix du pétrole remonte, si en même temps les taux d'intérêt remontent, il y a des dizaines de millions d'Américains qui sont surendettés et on ne sait pas, je répète, quel est le grain de sable. La crise de 2008, je fais partie des gens qui avaient dit qu'on va vers une crise majeure, mais personne n'avait été capable de dire à 3 mois près comment elle allait se déclencher et quel était le facteur déclenchant. Donc oui, c'est inquiétant. Et en même temps, on a laissé rentrer la Chine à l'OMC. Elle avait signé 22 conventions sociales avant d'être acceptée à l'OMC. Elle n'en respecte quasiment aucune. Donc le problème du dumping salarial, même si dans certaines régions, les salaires ont un peu augmenté en Chine, mais globalement, c'est un vrai sujet. La bonne méthode n'est pas celle de Trump en tapant, mais c'est anormal que l'OMC n'ait rien dit et rien fait, alors que la Chine ne respecte quasiment aucune des conventions sociales qu'elle avait signées. Ouais.
Et on finit là-dessus, mais toujours est-il que sa cote de popularité, Donald Trump, elle remonte. Vous avez vu sur l'enquête Reuters, il est à 40%. Il est bien positionné politiquement pour remporter, pour conserver sa majorité C'est tout à fait en possible. novembre 2020 et même peut-être pour se faire réélire. C'est pour ça qu'il est urgent que l'Europe… Midterm, c'est 2018 et élection en 2020. Dans 3 ans. Et c'est pour ça qu'il est urgent que l'Europe ne soit pas dans l'affrontement, mais soit dans une logique d'inventer un nouveau modèle. Quand Trump dit que le climat, c'est une invention des Chinois et qu'il va tout faire pour créer des emplois aux États-Unis, il faut que l'Europe montre qu'on peut en même temps lutter contre le dérèglement climatique et créer des emplois, et qu'on est dans une logique de partenariat. Dans le pacte qu'on propose, il y a un nouveau plan, un nouveau partenariat avec les pays de la Méditerranée et avec l'Afrique. Il est vital qu'on mette une grosse dose d'intelligence et de coopération et de fraternité dans les relations internationales, sinon ça peut partir en vrille dans quelques années. Allez, pour pas que ça parte en vrille, je vous renvoie donc, pour éviter le chaos climatique et financier, voilà, c'est chez Odile Jacob, Jean Jouzel et Pierre Larouturou, vous n'êtes pas seuls. Et puis le site climat-2020.eu. On avait bien compris. Donc Pierre Larouturou était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.